Impliqué activement dans la restauration de la paix au Soudan et au Darfour, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno est invité au début du mois d'octobre à Djouba pour assister à la signature de l'accord définitif de paix entre les frères soudanais. C'est le mobile de la visite d'un émissaire soudanais au Tchad. À l'hémicycle, les députés ont adopté le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant création d'un fonds national de solidarité et de soutien aux personnes vulnérables. C'est pour parer aux éventuelles catastrophes naturelles. Et puis cet acte qui compte un réconfort de taille pour la communauté éducative tchadienne en cette rentrée scolaire. La Fondation Grand Cœur remet 23 000 tables bancs et 37 000 kits scolaires pour aider 140 000 élèves tchadiens à bien étudier. La première dame en personne a présidé la cérémonie de remise. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 20h sur Télé Tchad. Audience à la présidence de la République, le chef de l'État, le maréchal du Tchad, a reçu une délégation du Sud-Soudan conduite par le conseiller à la sécurité du président Salva Kiir, l'émissaire sud-soudanais. Toute Gatlouat est porteur d'un message de son président à son homologue tchadien, Nassounou Djiti. Dans la première décade du mois d'octobre prochain, sera signé à Djouba, la capitale sud-soudanaise, un accord définitif de paix entre les frères ennemis soudanais. Le président Salva Kiir dépêche par un vol spécial à N'Djamena son conseiller à la sécurité. Il répond au nom de toute Gatlouat pour son implication active dans la recherche de la paix au Soudan voisin en général et dans la province du Darfour en particulier. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, est invité à faire le déplacement de Djouba à l'effet de rehausser de sa présence la cérémonie de signature de l'accord définitif de paix. Ces jours, les frères ennemis soudanais tourneront définitivement une page révolutionnaire de leur histoire, teintée de bain de sang pour en ouvrir une autre glorieuse. Interrogé à sa sortie d'audience, l'émissaire du plus jeune État africain, toute Gatlouat, a déclaré que la présence du maréchal du Tchad à Djouba est vivement souhaitée. Peu avant N'Djamena, la même délégation était au Caire en Égypte et Khartoum au Soudan. Au palais présidentiel où le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, a installé le nouvel inspecteur général d'État, Issa Mahamat Abdelmamout. Reportage Ibrahim Adam Mamat. L'inspection générale d'État a un nouveau patron. Issa Mahamat Abdelmahmoud, ancien ministre des Finances et ex-PCA de la CBT, a été porté à la tête de cette institution par le décret 1946/PR du 23 septembre 2020. Le nouvel inspecteur général d'État atterrit dans une institution qu'il connaît bien pour l'avoir dirigée entre 2017 et 2018. Il remplace ainsi Ahmad Mohamed Zagalou, qui aura passé 2 ans et demi à la tête de cette organisation de contrôle. C'est le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, représentant le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui a présidé cette passation de charges entre l'IG sortant et entrant. Dans la salle de conférence du palais du 15 janvier, tous les membres de l'inspection générale d'État étaient présents. C'est une cérémonie certes sobre, mais d'une particularité évidente. Cet organe de contrôle joue un rôle capital dont la mission vise à assurer le respect de la réglementation, de la légalité, de l'éthique administrative et déontologique, des gestions saines et transparentes des finances publiques. Le juge sortant, Ahmad Mohamed Zagalou, tout en remerciant le maréchal du Tchad pour la marque de confiance, ses conseils et orientations lui ont permis de diriger l'institution pendant 27 mois, exhorte ses anciens collaborateurs à travailler dans la même constance et la même détermination avec le nouvel inspecteur général d'État afin de mieux remplir cette exaltante mission. Le nouveau patron de l'IG, dont la probité morale et l'engagement sont connus, appelle ses nouveaux collaborateurs au professionnalisme, à la rigueur dans le travail et au sens de l'équité pour relever les défis dont celui des déperditions des recettes de l'État. Il sera
à la hauteur de cette confiance placée en lui par le maréchal du Tchad, avance-t-il. En installant officiellement le nouvel inspecteur général d'État, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, au nom du maréchal du Tchad, a tout d'abord félicité Ahmed Mohamed Zagalo pour le bon et loyaux service et avoir rempli avec dextérité cette mission. Il a ensuite tenu à rappeler léger entrant les hautes attentes pour l'accomplissement de cette noble et exaltante mission pour laquelle le maréchal du Tchad lui a fait confiance. Un choix selon le ministre d'État amplement mérité vu l'expérience du récipiendaire. Il exhorte à relever les défis. Votre premier passage à la tête de cette institution vous a permis sans doute d'engranger des prérequis pour ce poste. Vous avez pu mesurer les défis, mais aussi les exigences de cette fonction. Vous n'avez pas eu que de succès, je pense, mais aussi de déboires. C'est donc pour vous une chance pour rectifier le tir dans la bonne direction compte tenu des expériences capitalisées. Néanmoins, je voudrais saisir l'occasion pour rappeler des principes essentiels, pour ne pas dire des sacro-saints principes nécessaires pour accomplir votre sacerdoce. Lors de l'installation de l'IGE sortant, j'ai eu à attirer son attention et l'attention de toute son équipe sur le principe du contradictoire qui régit les travaux et missions de l'IGE, sur la présomption d'innocence, sur l'impartialité et la neutralité qui imposent une justice dans les conclusions. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, met devant leurs responsabilités les inspecteurs d'État qui ont un travail difficile qui appelle à tous les sacrifices. Le plus souvent, la tentation est grande pour les inspecteurs et les contrôleurs de céder aux tentatives d'instrumentalisation de l'institution de contrôle. Somme toute, dérapage qui décrédibilise une institution de contrôle s'il survenait. Conformément à l'article 4 du décret 2069 PR 2015 du 1er octobre 2015, l'inspection générale a pour mission de veiller à la bonne gouvernance du pays, de lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics. Vous êtes à la fois formateur, moralisateur et défenseur des biens publics. Donc, justice et légalité doivent être votre credo. Il vous est rappelé enfin que désormais, comme le stipule le décret numéro 1889 PR 2020 du 9 septembre 2020, vous devez faire observer et respecter le rôle de relais qu'assure la direction des cabinets civils de la présidence de la République. Issa Mohamed Abdel Mahmoud est officiellement installé ce vendredi 25 septembre 2020 dans ses nouvelles fonctions avec toutes les prérogatives et avantages qui s'y attachent. Merci Ibrahim Adam Mahamat. Sachez que peu avant d'installer le nouvel inspecteur général dans ses fonctions, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, a présidé la réunion du Conseil national de nutrition et d'alimentation. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, nous dit Nassounou Djiti. Le Conseil national de nutrition et d'alimentation a été créé le 22 août 2014, c'était à l'époque où l'actuel ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, était Premier ministre. Ce vendredi 25 septembre 2020,
C'est en sa qualité de président du Conseil national de nutrition et d'alimentation que Kalzebe Pahimi Debe a dirigé la rencontre qui a vu la présence des membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, selon Dr Mohamed Béchir, président du comité technique permanent de nutrition et d'alimentation et par ailleurs directeur de la nutrition au ministère de la Santé publique. D'abord, nous avons parcouru les recommandations de l'année passée. Et, entre autres, il nous a été demandé d'accélérer l'adoption du code de substitut du lait maternel, ce qui a été fait. Et nous avons parcouru les autres points également. La plupart des points ont été réalisés ou en cours de réalisation. Pour une approche conceptuelle appropriée, le CNA est présenté à l'assistance. Nous avons le Conseil national de nutrition et de l'alimentation placé au niveau de la présidence ici. Nous avons parlé également du comité technique permanent de nutrition et d'alimentation qui est le bras armé du Conseil national. Et au niveau provincial, nous avons le comité provincial de nutrition et d'alimentation. La malnutrition se pose de manière récurrente au Tchad. C'est pourquoi des substituts et des textes réglementaires sont proposés par le Conseil national de nutrition et d'alimentation. En termes de la malnutrition chronique, nous sommes autour de 32%, ce qui est très élevé. Et nous avons également présenté 2 projets de loi sur la fortification des farines de maïs et du blé en fer et en B complexe, vitamine B complexe. Et nous avons le deuxième projet qui est toujours de la fortification des huiles en vitamine A. Donc ce qui est important, c'est que ces 2 textes ont été adoptés et nous allons soumettre à la signature du ministre de la Santé et du ministre du Commerce. L'apport en fer est capital pour l'organisme humain. Le sujet a également retenu l'attention du CNA, présidé par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe. Vous savez que les carences en vitamines sont très importantes. Par exemple, le fer, presque la moitié des femmes et des enfants sont carencés en fer. Et la supplémentation est très chère quand on arrive à fortifier les farines. Donc dans leur alimentation, ils vont trouver du fer et ça va atténuer le problème d'anémie que nous vivons. C'est après avoir épuisé tous les 5 points inscrits à l'ordre du jour que les 10 membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers se sont séparés. Du palais de la présidence, rendons-nous au palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale, où les élus du peuple ont adopté le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant création d'un fonds national de solidarité et de soutien aux personnes vulnérables. Ce fonds permettra au gouvernement de faire face à toute éventuelle catastrophe naturelle. Compte rendu de la séance dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, avec Doba Robert. Les élus du peuple adhèrent au projet de loi portant ratification de l'ordonnance pour la création d'un fonds national de solidarité et de soutien aux personnes vulnérables. C'est un vote utile qui permettra au gouvernement de mettre sur pied une structure pouvant faire face à toute éventuelle forme de catastrophe. Au mieux, ce fonds participera à la réinsertion socio-économique des populations victimes de catastrophes naturelles. D'un montant de 100 milliards de francs, cette enveloppe sera destinée entre autres à l'achat des produits de première nécessité, à l'accès aux services socio-éducatifs de base et de formation professionnelle. Il vous souviendra que la création de ces fonds faisait partie des mesures qui ont été annoncées par le maréchal du Tchad lors de son allocution à la nation en date du 14 avril 2020, c'est-à-dire au moment crucial de la pandémie de Covid-19. C'est pratiquement la dernière annonce qui est en train d'être formalisée, d'être concrétisée. Donc la mise en place de ces fonds offrira au gouvernement un nouvel outil qui sera très utile pour faire face à toutes les formes de sinistres auxquels notre pays pourrait être confronté. Pour le ministre de l'économie, de la planification, du développement et de la coopération internationale, ces fonds seront gérés avec rationalité. Nous ne pouvons pas présumer d'une mauvaise gouvernance en mettant en place un tel mécanisme. Nous le faisons de bonne volonté, c'est une volonté politique du maréchal lui-même et qui décide de mettre tout en œuvre pour que
nous tirions les leçons de tout ce qui n'a pas marché et de permettre que ces fonds puissent fonctionner de la meilleure des façons avec l'implication de tous les acteurs, y compris de la société civile, comme l'a recommandé l'Assemblée nationale. Même si les élus du peuple ont adopté cet instrument juridique, ils souhaitent la participation des membres du comité d'évaluation des politiques publiques au sein du dit organe. La participation de la société civile serait aussi d'un atout précieux en matière de bonne gouvernance, soutient le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi. Comment se présente la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce vendredi 25 septembre 2020 sur 375 échantillons analysés? Malheureusement encore 4 cas confirmés, 2 au Logone oriental, 1 au Mayo-Kébi ouest et 1 autre au Mayo-Kébi est, contact des précédents cas. Un guéri portant le total à 1004, un décès portant le total à 88 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1175, répartis dans 17 provinces du pays. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Chouaouchemi. En politique, le rassemblement des jeunes du mouvement patriotique du salut RJMPS a organisé, j'y arrive, cet après-midi, sa rentrée politique couplée à l'installation du nouveau comité directeur. La cérémonie a vu la présence du secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Mamazen Bada, et le ministre d'État, Kalzebe Paimi Debe. Damge Joël Litné. Une jeunesse mobilisée pour des victoires éclatantes aux prochaines échéances électorales. C'est sous ce thème déterminant que les membres du rassemblement des jeunes du mouvement patriotique du salut marquent leur rentrée politique couplée à l'installation des membres du comité directeur de cet organe du parti rassembleur. Une cérémonie placée sous les auspices du secrétaire général du MPS, Mamazen Bada, et honorée surtout par la présence du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe. Pour le président du comité d'organisation, Abdoulaye Choua, cette rentrée politique du RJMPS intervient à un moment clé, à savoir la révision du fichier électoral qui débutera d'ici peu et nécessite l'action de la jeunesse, force de mobilisation du parti. Le président national du RJMPS profite quant à lui de l'occasion pour exprimer au gouvernement le soutien de son organe dans la lutte contre la Covid-19. Le RJMPS a soutenu et continue à soutenir les efforts du gouvernement à la lutte contre cette pandémie. Ce ralentissement de nos activités qui nous est imposé par cette pandémie ne peut être interprété comme un signe de faiblesse, mais plutôt un arrêt pour observer les mesures édictées par les instances supérieures avec à leur tête le maréchal d'État Idriss Déby Itno, président fondateur du mouvement patriotique du salut. Très touché par la confiance placée en lui par ses camarades, le président d'honneur du RJMPS, Abdelkerim Idriss Déby Itno, s'engage pour le triomphe des idéaux du parti. En portant votre choix sur ma modeste personne, vous me faites l'insigne honneur de m'inscrire dans la droite lignée de tous ces militants et militantes qui se sont toujours mobilisés dans une lutte de tous les instants aux côtés du maréchal du Tchad. À chaque fois que nous devons nous acquitter d'un devoir de mémoire, la meilleure manière d'honorer nos martyrs, c'est de nous montrer dignes de leur sacrifice en préservant jalousement leur bel visage. Ce legs, c'est la démocratie, c'est la paix, la stabilité, c'est la justice sociale, c'est le développement. C'est pourquoi nous devons nous interroger si chaque acte que nous posons au quotidien est conforme à la voie qui a été tracée. Aux membres du nouveau comité directeur du RJMPS, le secrétaire général deuxième adjoint du MPS leur lance le défi du travail bien fait. En votre qualité de maillon fort du parti, je voudrais vous exhorter tout en tenant compte des nouvelles orientations que le secrétariat général du MPS a adoptées de bien vouloir animer la scène politique nationale pour identifier les jeunes en âge de voter, d'aller se faire enrôler. Le secrétaire général du MPS situe les jeunes de son parti sur les responsabilités qui les attendent. Le RJMPS est un piédestal pour vous.
C'est un piédestal pour arriver. Vous allez gouverner demain le pays. Vous allez prendre la relève. Prenez cette relève-là avec beaucoup de patience. Faites de sorte que le Tchad soit toujours un et indivisible. Faites de sorte que le RGMPS devienne toujours la locomotive du parti. Mamad Zen Bada réaffirme la disponibilité du bureau politique national du MPS à accompagner les initiatives de la jeunesse afin que la continuité de la démocratie au Tchad soit assurée. Politique toujours, cette fois-ci avec les activités du secrétaire général 3e adjoint du MPS, Jean-Bernard Padare, qui séjourne dans le Mayo-Kébi Ouest. Reportage Varelaj. Accueilli chaleureusement par les militantes, militants et sympathisants du MPS, ayant à leur tête le secrétaire exécutif départemental adjoint du MPS de Lac-Léry, le secrétaire général 3e adjoint du MPS chargé de communication par ailleurs, porte-parole du parti, maître Jean-Bernard Padare, est à Léré. Dans le chef-lieu du département de Lac-Léry, il séjourne pour un objectif bien spécifique. Coronavirus, cette pandémie qui progresse au Tchad, d'où les provinces notifient de plus en plus des cas de contamination, Maître Jean-Bernard Padare est venu conscientiser l'ensemble de la population sur le respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains avec de l'eau et du savon, le respect de la distanciation physique et le port obligatoire du masque de protection. Cette maladie qui n'a pas encore trouvé de traitement, eh bien nous avons appris que le département de Lac-Léry a connu 5 cas. Il faudrait que le MPS, en tant que parti de masse, témoigne sa solidarité avec nos concitoyens de ce département. C'est pourquoi donc au nom du MPS, nous avons été missionnés pour venir vous témoigner notre solidarité dans cette épreuve un peu difficile. Après le message livré à la base, Maître Jean-Bernard Padare et la délégation du conseil provincial ainsi que celle du conseil départemental de la dite formation politique se sont rendus au marché hebdomadaire. Comme c'est le jour du marché ce jeudi, Maître Jean-Bernard Padare a distribué gratuitement à la population 10 000 masques grand public. Question de les protéger contre cette pandémie. Comme pour dire que la politique et la santé vont ensemble. Parlons à présent de cette cérémonie, une cérémonie de remise des tables, bancs et kits scolaires au ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. C'est l'œuvre de la Fondation Grand Cœur dans le cadre de son projet « Soutenons notre école ». La cérémonie a été présidée par la première dame Hinda Déby Itno en présence d'un important parterre d'officiels et d'acteurs du système éducatif tchadien. Djibril Noualouali. C'est un renfort de taille que reçoit ce jour la communauté éducative au seuil d'une nouvelle année scolaire sont toutes particulières. Le timing choisi et la taille de la dotation sont un motif de satisfaction pour le ministère de l'Éducation nationale et en particulier les principaux bénéficiaires de ces gestes que sont les élèves, comme en témoigne la chaleur avec laquelle ils ont accueilli la première dame Hinda Déby Itno. La joie est incommensurable pour les élèves, mais également pour le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mohamed Zen El Hadiaya, dont la province reçoit à elle seule 3000 tables bancs et 1000 kits scolaires. Une œuvre de générosité sans pareil qui va améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et leur performance, rappelle-t-il. Les 23 000 tables bancs et 37 000 kits scolaires destinés à tout le pays vont profiter à plus de 140 000 élèves tchadiens, se félicite le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq Choroma. À l'entendre, un bon qualitatif est apporté demain grâce à ces coups de pouce de la Fondation Grand Cœur, ajoutés aux nombreuses actions dont son département a bénéficié. Ces gestes combien louables, il faut les souligner, est arrivé au moment où le ministère prépare la rentrée des classes prévue pour le 1er octobre 2020. À cette circonstance, nous disons merci à toute l'équipe de la Fondation Grand Cœur et à sa tête, la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, qui, en bonne et exemplaire mère, investit dans l'avenir de ses enfants. Nul n'ignore que ces gestes, qui d'ailleurs n'est ni le premier ni le dernier du genre, résultent de la volonté des plus hauts responsables de cette fondation à accompagner le gouvernement dans sa politique éducative
visant l'amélioration des conditions d'apprentissage des enfants sous les regards attentifs du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Recevoir, oui, mais pour le ministre Aboubakar Sidiki Choroma, la joie ne sera complète que si chaque table-banc se retrouve dans la salle indiquée. Une clé de répartition basée sur des critères bien définis existe et doit être respectée. Pour ce faire, tous les délégués sont instruits à l'effet de prendre les dispositions nécessaires. Aucun manquement dans l'acheminement ne sera permis, avertit le ministre, qui annonce qu'un mécanisme de suivi se chargera de s'assurer de l'effectivité de la distribution, mais également de l'usage. La poursuite des efforts de la Fondation Grand Cœur à travers la fourniture de matériel a été rendue possible grâce aux généreuses contributions de ses partenaires, remerciés et félicités pour leur engagement à travers des attestations remises par la première dame Hinda Déby Itno. Aujourd'hui, l'éducation, dans un passé récent, la santé, les actions humanitaires de la première dame Hinda Déby Itno à travers sa fondation sont nombreuses. La chaîne de solidarité ne va que se renforcer et se ramifier davantage pour atteindre chaque démuni où qu'il se trouve sur le territoire national. En investissant dans la jeunesse, la Fondation Grand Cœur veut investir dans l'avenir du pays, a signifié la première dame Hinda Déby Itno. Dans son adresse, la présidente de la Fondation Grand Cœur a mis un accent particulier sur l'acheminement rapide et aussi au bon usage de ces matériels qui, selon elle, n'ont qu'une visée pédagogique, bien évidemment. Et justement, on va écouter un bout de son allocution au cours de cette cérémonie. Cette vaste action concerne toutes nos provinces. Il me plaît de noter que l'opération Table-Banc est un programme phare annuel porté par la Fondation Grand Cœur et vient en appui aux efforts du gouvernement en faveur de l'éducation pour tous. Nos actions à travers ce programme s'inscrivent pleinement dans le combat que nous menons au quotidien contre la pauvreté et ses effets sur les enfants. Nous avons choisi de compenser par l'éducation cette inégalité sociale héritée à la naissance en offrant un cadre idéal d'apprentissage et de matériel scolaire adéquat à tous les enfants qui ne peuvent l'attendre de leurs parents. Toutes les familles ne sont pas placées dans la même situation, alors que tous les enfants ont le même droit à l'éducation. L'opération Table-Banc est à sa deuxième édition. Nous avons pris la responsabilité d'envoyer ces mobiliers dans les chefs-lieux des provinces. Notre souhait est que le ministère de l'Éducation nationale, les gouverneurs et à travers eux tous les responsables de l'administration territoriale déconcentrée puissent acheminer ces kits et tables-bancs dans les départements et leur démembrement tout en respectant la clé de répartition. Je voudrais aussi rappeler que ce don est destiné aux écoles publiques, rien qu'aux écoles publiques. Je ne voudrais pas que ces précieux matériels prennent une autre direction. De même, j'insiste sur le bon et efficient usage des tables-bancs dont la seule visée est purement pédagogique. Je voudrais également m'adresser aux enseignants, ces hommes et ces femmes qui ont choisi d'exercer ce métier noble. Merci pour votre abnégation au service de l'éducation, au service de votre nation. L'enseignant a certes tout donné, jusqu'au fond de son savoir, mais nous demandons encore à l'enseignant de s'investir plus en prenant soin de ses élèves en cette période de la pandémie de la Covid-19. Investissez-vous pour le respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement au sein de vos classes et établissements scolaires respectifs. Le Tchad a besoin de tous ses enfants et tous ses enseignants rayonnants et en bonne santé pour poursuivre son inexorable marche sur la voie du progrès et de la modernité. La première dame Hinda Déby Itno, présidente de la Fondation Grand Cœur. En mission à Baltram, dans la province du Lac, le général de brigade Youssouf Teiro, commandant adjoint de la force multinationale mixte et ses éléments ont libéré 12 otages des mains de la secte Boko Haram. Les 12 personnes ont été prises en otage alors qu'elles se rendaient au marché de Bagassola. Ali Ibrahim Suleiman, reportage. En opération dans la localité de Balkram, au lac Tchad, les forces de défense et de sécurité
ont pu libérer 12 personnes des mains des terroristes de Boko Haram. Après l'opération Colère de Boma, l'armée nationale tchadienne mène toujours des opérations militaires conjointes avec les forces multinationales mixtes afin de sécuriser les zones frontalières. Sur le théâtre des opérations, à Ngouboua et à Balkram, les forces de défense et de sécurité font toujours recours à tous les moyens tactiques pour déloger l'ennemi. Tout au long des îles, les soldats se déplacent et n'ont jamais failli. Dans cette zone militaire, les éléments de Boko Haram ont attaqué il y a quelques semaines une pirogue. Une vingtaine de personnes est prise en otage. L'armée nationale tchadienne a réussi à libérer 12 d'entre elles, en majorité des femmes et des enfants. 7 armes sont récupérées et l'ennemi neutralisé. Nous suivons de près leur déplacement, la stratégie et bilan est comme suit. Côté ami, 1 blessé. Côté ennemi, 15 morts, plusieurs corps engloutis dans l'eau. 3 femmes, 2 filles et 7 enfants libérés et matériel est récupéré. Nos forces sont déterminées à finir avec les Boko Haram partout où ils se trouvent. À Balkram, les militaires tchadiens continuent d'assurer leurs postes de guet de courte distance et de secteurs lointains. Ils utilisent tous les moyens, le jour comme la nuit. C'est une stratégie militaire caractérisée par le respect des consignes données et la vigilance. Comme vous le savez, après l'opération Colère de Boma, la secte Boko Haram a été presque décapitée. Quelques-uns d'entre eux qui se sont cachés dans certaines zones des pays voisins cherchent à fuir pour se cacher ailleurs. Ils cherchent à regailler le Niger voisin pour se réfugier. Sur leur passage, ils enlèvent des femmes et enfants et tuent les innocents. Raison pour laquelle les éléments de l'armée nationale tchadienne sécurisent la frontière. Civils et militaires se sacrifient dans cette lutte contre ces terroristes. À chaque fois qu'ils entrent en action, ces ennemis tuent sans raison. Mais l'armée nationale tchadienne est plus forte encore pour leur réserver de cuisantes défaites. Une armée organisée, pleine d'expérience et déterminée à défendre l'intégrité territoriale est capable de faire face aux terroristes. C'était à l'aurore et ça en valait la peine. À 4 heures du matin, le ministre de l'élevage et des productions animales, Ahmad Mahamat Bachir, a fait une descente inopinée dans un aire d'abattage clandestin au quartier d'Iguel, dans le 8e arrondissement. Sur place, il a trouvé des bouchers en pleine activité. Je ne vous en dis pas plus. Suivez le reportage de Mamadou Omar Moursal. Soucié de la santé de la population, le ministère de l'élevage et des productions animales à sa tête, Ahmad Mahamat Bachir, veille sur les conditions et la qualité d'air d'abattage. Une descente inopinée au marché à bétail de Diguel Ngabo, dans la commune du 8e arrondissement, à 4 heures du matin, a permis à la direction de la santé publique, d'hygiène et d'assainissement conduite par Madina Hadjar de démanteler des aires d'abattage clandestins. Face à cette attitude, le ministre de l'élevage et des productions animales est formel. Pendant que le gouvernement parle de la santé publique et ne désigne pas sur les moyens pour améliorer la santé publique ainsi que la santé de l'animal, voilà des individus mal intentionnés, carrément hors la loi, se permettent de créer des aires d'abattage dans des conditions, disons, déplorables et qui impactent négativement sur la santé publique, la santé humaine. Voyez-vous, c'est n'importe quel animal qui est abattu ici et mis à la disposition de la consommation de la population. Ça, c'est un comportement inadmissible, un comportement, disons, qui ne peut pas être laissé aller. Ces aires d'abattage sont opérationnelles depuis 12 ans sans le moindre respect des règles d'hygiène. On a utilisé les indicateurs sur le terrain pour nous déceler ces récalcitrants qui nous ont causé beaucoup de tort. Parce qu'il y a beaucoup de risques, il y a un impact sur la santé humaine et ce risque est très élevé. Juste après l'opération, l'équipe s'est rendue au PICIC. Ici, les 24 contrevenants
ont été remis à la juridiction compétente pour répondre de leurs actes. Aussitôt, le ministre de l'élevage Ahmad Mamad Bachir ordonne d'acheminer au laboratoire frigorifique de Farsha les abats insalubres et les 50 têtes de bétail saisies. Signalons aussi la fin des travaux de l'atelier de médiation agro-pastorale à l'initiative du Centre pour le dialogue humanitaire au Sahel, travaux clos par le ministre de l'élevage. Reportage Mamad Sita Bakar. Cet atelier ayant regroupé les médiateurs communautaires, les autorités administratives et les partenaires techniques et financiers, et qui a porté sur la prévention et la résolution de conflits entre les agriculteurs et les éleveurs, a débouché sur plusieurs recommandations. Dans ces efforts de médiation, les acteurs impliqués sollicitent des plus hautes autorités l'amélioration et la vulgarisation du cadre légal régissant l'exploitation des ressources naturelles, le renforcement de l'autorité de l'État, de la création des périmètres pastoraux pour les activités pastorales, l'adaptation de la stratégie nationale de développement agro-pastoral au contexte de chaque province et la mise en valeur des OADI et des polders par des moyens de production modernes. Après avoir attentivement suivi ces recommandations, le ministre de l'élevage et des productions animales a promis d'examiner celles-ci pour des réponses adéquates. Que je puisse vous rassurer ici que l'importance des besoins exprimés n'est pas à démontrer. Ce sont des besoins réels. Eh bien, nous mettrons à contribution les services de l'État. Ça veut dire en d'autres termes, l'État prendra bonne note de vos besoins et en fonction de ces besoins réels, et même s'il y a d'autres besoins, le gouvernement de la République prendra en compte dans ces différents projets et programmes. Le Centre pour le dialogue humanitaire ayant constaté la récurrence des conflits agriculteurs et éleveurs dans le Sahel, voudrait à travers de telles rencontres s'appuyer sur les mécanismes endogènes et traditionnels pour faciliter la résolution de ces conflits préjudiciables à la cohésion sociale et à la paix en général. Ces projets pilotes touchant les médiateurs agro-pastoraux des provinces du Lac et du Kanem entendent jeter les bases d'une prévention et la résolution de conflits agriculteurs et éleveurs dans toutes les régions du Sahel. Et puis cette information qui vient de nous parvenir nous amène dans le Logone oriental où séjourne la ministre de la formation professionnelle et des métiers à Gorée. Précisément, la ministre Ashta Ahmad Breme a eu une séance de travail au cours de laquelle elle a évoqué la question de la formation et de l'insertion des jeunes. Kadnou Batiofil, envoyé spécial. Accueilli à Gorée, chef-lieu du département de la Niapende, la mission conduite par Ashta Ahmad Breme a mis à profit son séjour dans cette circonscription administrative où sont installés la plupart des partenaires du ministère de la formation professionnelle et des métiers à sensibiliser la population et les autorités locales sur l'importance qu'accordent les plus hautes autorités au rang desquelles le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, à la lutte contre la pauvreté et le chômage à travers la formation professionnelle et l'insertion des jeunes et des femmes. La ministre Ashta Ahmad Breme et son équipe se sont entretenus avec leurs hôtes sur les difficultés liées au bon fonctionnement des établissements de formation technique et professionnelle, les causes du manque d'engouement des jeunes et des femmes à saisir cette perche qui leur est tendue par les plus hautes autorités et les conditions dans lesquelles se prépare la prochaine rentrée académique et scolaire. Après le mot du gouverneur Moussa Haroun Turgo, qui a salué cet engagement de la ministre Ashta Ahmad Breme, celle-ci a exprimé sa satisfaction pour la franchise avec laquelle ses interlocuteurs se sont exprimés. Pour s'imprégner des réalités du terrain, la délégation a visité les centres de formation professionnelle et technique du département. Il s'agit de 2 centres de formation professionnelle et technique du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, partenaire privilégié du ministère de la formation professionnelle et des métiers. Ces centres de formation installés au camp de Beuré et de Dossei ont émerveillé la mission par le sérieux du travail qu'abattent les formateurs et l'abnégation des apprenants dans les différents départements de formation. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre très bien aimable attention. Je vous retrouve Inch'Allah demain avec le même plaisir.